Bonjour Dimitri, vous êtes âgé de 37 ans, père de 2 enfants et occupez le poste de directeur technique en Suisse pour la discipline de l'Apkido, avec un grade de 4e dan. Professionnellement, vous êtes diététicien à l'enseignement à l'Haute École de Santé de Genève. Vous avez également travaillé en plusieurs années comme diététicien au milieu hospitalier avant de devenir chargé des cours de l'Haute École de la Santé de Genève. Oui, c'est ça. Nickel. Donc, avec toutes ces responsabilités, comment trouvez-vous le temps de concilier la vie privée et la vie professionnelle? Alors, merci déjà de me recevoir pour l'interview. Avec plaisir. Merci pour ta première question. Disons que c'est vraiment une organisation militaire, on va dire, de pouvoir trouver le temps de s'entraîner déjà personnellement, de pouvoir gérer aussi sa famille, le social, et puis d'aller travailler la journée. Donc pour pouvoir gérer tout ça, c'est s'organiser, planifier ses entraînements, et puis pour être au plus présent dans le club, mais aussi prendre du temps pour faire ses entraînements personnels. Comment est-ce que l'Apkido a rentré dans ta vie en 2008? Oui. Donc comment est-ce que ça... Je faisais déjà quelques arts martiaux, et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a amené faire un stage d'Apkido. C'était à Saint-Étienne en 2008. Et puis je pense comme beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, je suis tombé sur le charme. Il y a eu un coup de foudre. J'ai rencontré 2 grands maîtres sur ce stage, et puis j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé. Quelles étaient les étapes de ta progression en Apkido, depuis le début jusqu'au moment où tu es devenu directeur technique pour la Suisse? Disons que la première étape, c'était d'aller m'entraîner en fait vers Thonon, en France, puisqu'il n'y avait pas de club d'Apkido en Suisse. Donc pour pouvoir faire de la Jinjongquan, je suis parti m'entraîner là-bas plusieurs fois par semaine. Et suite à ça, en 2012, jusqu'en 2012, je me suis entraîné un peu comme ça. Le professeur est parti du jour au lendemain. Et puis il m'a dit, c'est soit tu reprends le club, soit le club ferme. Et comme je voulais continuer l'Apkido, j'avais pas du tout l'intention de devenir enseignant. J'étais tellement passionné que j'ai repris le club, alors que j'étais ceinture jaune. Je progressais pas beaucoup à cette époque. Et puis il a fallu tout de suite se mettre dans la formation cadre. J'ai tout de suite été contacté par mon maître, avec l'obligation de suivre les formations cadres, et puis de partir en Corée 6 mois après, et de passer la ceinture noire 6 mois après. Donc ça a été l'objectif ultime, on va dire, donc un gros challenge. Donc j'ai mis toute mon énergie pendant 6 mois pour accepter ce challenge, et puis tout a démarré de là, on va dire. Et suite à ça, j'ai continué à me former énormément, les voyages, beaucoup de stages, et les formations des cadres, évidemment. Donc ça a été vraiment un élément déclencheur. Excellent. Pour les gens qui ne connaissent pas l'Apkido, qu'est-ce que c'est l'Apkido? L'Apkido, c'est un art martial coréen d'autodéfense principalement. Dans l'Apkido, on va trouver un panel technique très large. Il y aura bien sûr beaucoup de coups de pied déjà, aussi des frappes avec les membres supérieurs, un travail de chute très important, et puis tout un travail technique de défense, donc avec différentes saisies, différentes attaques, du travail d'armes notamment. C'est un art martial qui contient plusieurs styles, plusieurs écoles d'Apkido. On a la chance de travailler sur l'école Jinjongquan, qui est une école qui s'est battue et qui se bat encore pour garder une certaine lignée, une certaine authenticité dans son art. Et puis on essaye de persévérer dans cette structure-là. C'est très structuré, la Jinjongquan. On évolue par ceinture, il y a des programmes techniques, et chaque ceinture a son programme technique, on va dire. Mais c'est pas le plus important, le travail technique. Il y a tout c'est vraiment, ça vous apporte un bagage pour combattre la vie de tous les jours, on va dire. C'est l'autodéfense, mais plus pour combattre la vie de tous les jours. Juste, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste le rôle de directeur technique dans l'Apkido, et quelles sont tes principales responsabilités? Alors, quand j'ai accepté ce rôle en 2014, c'est le grand maître Lee Chang-soo, donc notre représentant coréen, qui m'a décerné ce rôle-là. Avant tout, c'est de représenter la Jinjongquan d'une manière générale en tant que représentant de pays. Au-delà de devoir développer maintenant dans le pays, d'ouvrir des clubs, de former des ceintures noires, d'organiser des stages, etc. C'est vraiment représenter l'image de la Jinjongquan dans le monde entier. Et puis, je pense que le plus important, en tout cas pour moi, c'est de protéger l'Apkido. C'est ce que je souhaite le plus, protéger ce qu'on fait. Voilà. Et quelles sont les techniques ou les philosophies de l'Apkido que tu trouves les plus bénéfiques, soit sur le plan physique comme mental?
Physiquement, c'est vrai qu'avec l'entraînement, on arrive je pense, à être à quelqu'un ou un athlète, on va dire, qui est complet, puisqu'on travaille à la fois la force, la vitesse, l'agilité, le mental, tous ces aspects, on va dire, techniques, pour autant qu'on s'entraîne. Il faut s'entraîner quotidiennement, tous les jours. Mais au-delà de ça, comme je le disais, c'est vraiment donner une force pour la vie de tous les jours, de jamais lâcher, ne pas se donner de limites. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que l'Apkido peut vraiment apporter et que c'est vraiment un plus pour les projets de vie qu'on peut avoir. Et puis on est tous confrontés à des difficultés dans la vie une fois ou l'autre, et l'Apkido peut vraiment aider à ça spécifiquement. Au-delà de la technique pure sur le tapis, moi c'est le plus le à côté qui m'intéressait le plus, on va dire. Je comprends. Et donc en tant qu'Ozanim, quelles sont les méthodes d'enseignement que tu utilises pour les différents types de pratiquants, car tous les pratiquants n'ont pas le même niveau. Oui. Donc comment tu adaptes ça à tes cours? Ce qui m'a plu dans l'Apkido, et la première fois que j'ai fait, c'est qu'en fait l'entraînement c'est le même pour tout le monde. Tout le monde fait le même échauffement, tout le monde, on va dire, en chie la même chose. Pendant l'entraînement, il y a une certaine équité, on va dire. Après, comme c'est très structuré et qu'on travaille par ceinture, par grade, même si tous les grades travaillent ensemble, chaque personne avec ses particularités physiques, de niveau, les professeurs vont pouvoir trouver des alternatives dans les exercices, proposer des exercices intermédiaires ou des étapes intermédiaires pour pouvoir progresser. Donc après, c'est plus de l'adaptation, on va dire, individuelle, et ça nécessite de connaître bien ses élèves. Je pense qu'en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Mais l'entraînement est le même pour tout le monde, et après, chacun doit aussi apprendre à se connaître. Je ne connais pas les blessures de chacun et chacune à l'intérieur, donc chacun fait avec son niveau aussi. Tu étais 13 fois en Corée du Sud. Oui. Et est-ce que tu peux nous décrire des expériences qui ont impacté ta pratique? Alors, je pense que je pourrais parler de ça pendant une semaine. Je vais essayer d'être très bref. Si je devais vraiment résumer une chose de tous ces voyages en Corée, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on revient de ces voyages, ça nous met une grosse claque en se disant, en fait, on ne connaît rien de l'Apkido, on n'est pas bon techniquement, on n'est pas bon physiquement, donc ça remet vraiment le niveau à zéro. Ça remet l'ego à zéro aussi, puisque ça c'est aussi très important. Et puis à chaque fois qu'on y va, les messages principaux des Coréens, c'est continuer à travailler dur tous les jours. Donc c'est avec cet esprit-là qu'on revient en fait en Europe, et de continuer à travailler et pas se reposer sur ses acquis. Donc je pense que c'est vraiment ça que je vais chercher en Corée en priorité, on va dire. Après il y a plein d'autres anecdotes, peut-être qu'on en reparlera après sur certaines. Mais voilà ce que je peux dire sur tous ces voyages. Est-ce que tu peux nous en parler d'un maître en particulier qui est devenu pour près ta référence et dans lequel tu t'inspires même pour entraîner tes élèves? Oui, alors je pense que tous les professeurs d'Apkido, ils ont eu ce coup de foudre pour leur maître. C'est cette flamme, on va dire, pour l'Apkido, nos maîtres nous donnent envie de pratiquer et d'enseigner comme eux ils l'ont fait également, même si on n'atteindra jamais leur niveau. Mais disons que c'est une influence et une inspiration. Quand on voit que mon maître, par exemple, Raphaël Couet, qui est à Lyon, il a fait plus de 50 voyages en Corée. Donc ça, c'est vraiment déjà un exemple incroyable. J'ai jamais vu personne faire ça. C'est très dédié. Un passionné comme ça. Et puis le grand maître Lee Chang-soo, notre grand maître coréen, c'est 50 ans d'enseignement d'Apkido et on a la chance de l'avoir près de nous. Donc c'est vraiment des influences au quotidien et cette inspiration envers eux de gens qui sont humbles et qui imposent de continuer à s'entraîner. Et ça c'est magnifique, je trouve. Toujours en Corée, est-ce que tu as peut-être une anecdote intéressante, un truc marrant qui s'est passé au niveau culturel, linguistique, que tu aimerais partager avec nous, parce que sûrement ça arrive. Oui, bien sûr. Alors, déjà, au-delà des grades, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais une des expériences les plus marquantes en Corée, c'était des passages de ceinture en Corée, parce que c'était extrêmement éprouvant, déjà d'une manière générale, c'était vraiment un challenge d'aller passer les dan en Corée. Mais au-delà de ça, c'est comment on reçoit ces dan. Et en fait, une anecdote, c'est que quand j'ai passé la ceinture noire en Corée en 2012, en fait, le grand maître, quand il nous a remis la ceinture noire, il a dit, voilà, vous avez fait qu'observer l'Apkido pour l'instant. Donc vous avez observé le fruit de l'Apkido, maintenant vous allez le trancher et commencer à le goûter. Donc c'est là que tout commence, en fait. Et ça, j'ai adoré, en fait. Je dis, en fait, la ceinture noire, c'est absolument pas une finalité, c'est là que tout commence. Ça, c'est, disons, une première anecdote.
Après, au-delà de ça, on a eu la chance 3 fois d'aller visiter les SWAT coréens, donc les forces spéciales, puisque le grand maître était l'un des formateurs. Et ça, c'était juste incroyable. Moi, c'est un milieu que je connais pas du tout, donc j'étais pas du tout à l'aise, mais j'ai eu la chance d'être invité pour ces visites. Et là, la dernière, on est parti là en avril dernier, on a eu la chance d'aller pour la 3e fois visiter les SWAT. Et on a pu même faire du tir avec eux. C'était la première fois que je tenais une arme dans la main. C'était impressionnant, mais vraiment chouette, on va dire. Et au-delà de ça, c'est tellement en dehors des tapis, tellement de moments de social, tellement de moments de famille, de convivialité autour des barbecues coréens, des saunas, des sorties, des visites. Voilà, ça c'est juste incroyable. Mais là, je vais m'arrêter de parler parce que sinon ça ira beaucoup trop loin sur ces anecdotes. Et donc, comment tu t'es enrichi quand tu vas en Corée? Est-ce que tu trouves des nouvelles méthodes d'entraînement qu'après tu ramènes ici pour partager avec tes élèves? Il y a une évolution dans ton école aussi parce que tu vas chercher à la source. Sincèrement, quand je vais en Corée, j'y vais déjà avant tout pour moi, en fait, pour continuer à me former moi et faire ce travail mental, d'aller s'entraîner là-bas, puisque c'est un entraînement qui est très intensif. Pendant 2 semaines, c'est plusieurs entraînements par jour. Et franchement, au bout du 2e jour, vous êtes cassé. Et c'est qu'un travail mental, en fait, qui vous fait tenir. Et c'est déjà ça que je vais chercher pour aussi, après, le transmettre à mes élèves, de jamais lâcher, en fait, vraiment de jamais lâcher, de pas se donner de limites. Et puis de leur donner envie aussi de venir en Corée, puisque c'est ouvert à tout le monde. Et au-delà de ça, c'est aussi de leur rapporter le rythme de l'entraînement là-bas, parce que le rythme, il est infernal. Le rythme de grand maître en Corée, c'est pas celui qu'on pratique ici, sinon on n'aurait personne pendant les cours, c'est pas possible. Mais des fois, de temps en temps, je mets un peu plus de rythme pour montrer aussi c'est quoi la finalité, en fait, à atteindre, on va dire. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Après, je rapporte pas de technique à proprement dite, technique pure, dans le sens où ce que j'apprends là-bas, c'est plus des techniques qui sont hors programme et qui sont découvertes pour moi. Et j'ai absolument pas la maîtrise de ces techniques, donc j'ai pas l'autorisation de les remontrer forcément ici non plus. Ok, est-ce que tu as déjà fait des compétitions? Oui, j'ai fait des compétitions. Je vais t'avouer que c'est pas un domaine qui m'intéressait, sincèrement. En fait, j'ai fait le challenge d'en faire pour voir si c'était quelque chose qui me plaisait ou pas. Ce qui était intéressant d'en faire, j'en ai fait en Corée, c'était les rencontres humaines. Ça, c'était chouette. Et puis la préparation, c'était chouette aussi. Mais en faisant, je me suis rendu compte que c'était pas de l'apkido. En fait, c'était vraiment pas la Jin Jong Kwan qu'on pratique habituellement. C'est très réglementé, donc ça s'apparente plus à l'aspect sportif. Et ça, c'est moins ce qui m'intéressait, on va dire. Je comprends. Et est-ce que tu organises des stages de temps en temps ici en Suisse avec tes élèves ou avec des autres écoles? Et généralement, c'est où et comment ça se passe? Alors chaque année, j'essaie de faire venir maître Raphaël Couet, donc mon maître, le représentant européen, pour que mes élèves puissent le rencontrer chaque année. Au-delà de ça, on fait un passage de grade avec lui, avec mes élèves. Et d'autres stages, en fait, j'ai pu faire venir le grand maître Lee Chang-soo, le grand maître coréen, qui est là sur les photos. Et on a fait 2 stages à Genève, mais maintenant on les regroupe tous à Lyon, en fait. La maison mère, c'est Lyon, et puis on centralise, on va dire là. Mais j'ai eu la chance, notamment le grand maître est venu ici, à Honnay, là où vous êtes, en 2014 d'ailleurs. Et pour la petite anecdote, il y a 2 ans, en Corée, j'ai eu la chance d'aller manger chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui, la première chose que j'ai vue, c'est la photo de quand il est venu ici. Ah ouais, excellent. Et il m'a dit, regarde, c'est la photo de quand je suis venu chez toi. Et moi, j'étais complètement bluffé. Enfin, c'était juste incroyable. Mais au-delà de ça, je n'organise pas forcément plus que ça de stages. Je vais en organiser un la prochaine saison avec maître Raphaël Couet pour les forces de sécurité, puisque lui, il est spécialisé là-dedans. Et j'ai plusieurs élèves qui travaillent dans ces métiers-là. Donc, on va essayer d'organiser quelque chose comme ça. C'est chouette. Tu fais partie de l'école des cadres de l'Europe et tu participes régulièrement à des démonstrations officielles. Quelle est l'importance de ces activités pour ta promotion dans l'apkido en Europe? Les démonstrations, elles ont toujours eu une grande utilité, on va dire, pour faire une visibilité de l'apkido. Et sincèrement, avec l'équipe de démonstration, on a toujours eu beaucoup d'impact dans nos démonstrations. Avec peu de préparation, on arrivait vraiment à faire quelque chose de très bien. Et moi, j'adore les démonstrations, c'est très formateur, en fait, vraiment très formateur pour l'apkido. J'encourage mes élèves à en faire aussi. Toutes les démonstrations de quartier, je les fais. C'est toujours chouette. Je t'avoue que depuis le Covid, on a beaucoup calmé. L'équipe de démo, elle s'est un petit peu dispersée, mais elle recommence depuis peu.
Mais au-delà de ça, on essaye toujours de promouvoir l'apkido par ce biais-là, mais c'est pas toujours évident. Et comment est-ce que tu vois l'évolution de l'apkido et la popularité de l'apkido en Suisse et en Europe, les dernières années? On commence par la Suisse peut-être. Ouais, par la Suisse. Alors, en fait, il y a plusieurs clubs d'apkido en Suisse. En fait, j'avais jamais vraiment fait de recherche pendant plusieurs années. Je suis vraiment resté focus sur mon entraînement, sur mes élèves, puis développer déjà mon noyau en fait d'élèves ici, mon équipe. Mais maintenant, je commence, vu que j'ai cette responsabilité aussi de développer les clubs en Suisse, je commence à regarder un petit peu ce qui se fait. Et il y a plusieurs clubs d'apkido en Suisse, mais ça reste un peu dans l'ombre. Et j'aimerais bien pouvoir essayer de communiquer un peu avec eux, puis essayer de créer quelque chose ensemble. Tu as déjà essayé? Je suis en train. C'est vraiment un projet l'année prochaine de pouvoir essayer de contacter, peut-être créer une fédération d'apkido où chacun pourrait garder son école, mais créer quelque chose pour valoriser. En commun, exactement. Donc ça, je vais essayer d'y travailler. Et puis au-delà de ça, en Europe, ça fait qu'augmenter. Le nombre de pratiquants fait qu'augmenter. Est-ce que, j'ai ici une note comme laquelle tu pars régulièrement en Corée, etc. Et quelle est l'importance de la langue coréenne et puis est-ce que tu la parles? Alors je la parle pas du tout bien, mais j'ai eu la chance en Corée de faire quelques semaines d'école. Ok, cool. J'ai eu la chance de faire ça, c'était vraiment génial. C'était très dur, il fallait apprendre beaucoup de vocabulaire tous les jours, ça c'était incroyable. Et puis j'avais pris une prof privée ici, avec le Covid j'ai stoppé, et surtout avec les études que j'ai reprises, j'ai stoppé un petit peu aussi l'apprentissage, mais je vais m'y remettre, c'est aussi un des projets, j'aimerais vraiment parler couramment, surtout pour échanger avec nos maîtres, parce que c'est ça qui est incroyable. Et globalement, pour l'apkido, c'est très important pour moi de parler la langue. Donc pour moi, c'est même une obligation à s'y intéresser, puisque tous les mots coréens que tu vas découvrir ce soir, notamment l'échauffement articulaire par exemple, il y a une signification pour chaque mot, et notamment les parties du corps. Et je pense que ça aide aussi à comprendre ce qu'on fait. Donc ça, c'est très bien. J'aimerais aussi te parler de ta collaboration avec l'association Suisse-Corée. Déjà, comment est-ce que tu es tombé dans cette association et dans quoi elle t'est utile à développer l'école et à développer tes projets? C'est aussi un des partenariats donc avec la SAMCO, avec Céline qui est présidente. C'est un partenariat que j'aimerais développer davantage, mais ça fait plusieurs années qu'on est partenaire avec eux pour justement essayer d'attirer une population de passionnés de la Corée en fait. Pas forcément des arts martiaux, mais des passionnés de Corée. Et elle m'a toujours fait confiance et on a pu organiser des entraînements d'initiation, découvertes et j'aimerais vraiment en faire davantage, je pense, parce que la communauté coréenne est un peu dans l'ombre aussi. Donc ça peut aussi essayer de la mettre en valeur, la mettre en avant. C'est juste. Donc voilà un peu, je pense que c'est aussi un des projets que j'aimerais développer avec eux. Quand tu as commencé l'apkido, est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie privée? Tu as démarré l'apkido en tant qu'athlète, et puis dans ta vie privée, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ça? Disons que maintenant c'est devenu un équilibre de vie en fait, et c'est tellement fort la passion et c'est tellement difficile à décrire que sans l'apkido je suis pas bien en fait. Donc c'est un équilibre de vie et ça doit faire partie de l'équilibre familial, professionnel, social. L'apkido doit faire partie de ça. C'est une pièce maîtresse, un pilier on va dire de ma vie. Pour être bien en fait, pour être bien. Tu te motiverais, peut-être qu'ils n'ont pas encore l'âge, tes enfants, à pratiquer l'apkido, c'est une mission. Ce serait chouette. Ce serait chouette. Ce serait chouette pour pouvoir voyager avec eux pour l'apkido, ce serait chouette. Pour l'instant, ils ne s'y intéressent pas trop, mais s'ils arrivent à trouver une passion comme j'ai, peu importe laquelle, ce sera la réussite. C'est déjà gagné d'avance. Ouais, je pense que c'est ça. Pour revenir donc à l'apkido, quels sont tes projets futurs pour le développement de l'apkido en Suisse, notamment pour GJK? Là, dans l'idée, c'est déjà d'ouvrir un à deux clubs à Genève, en plus. Ça va être vraiment les objectifs dans les 2-3 ans à venir. Et puis en parallèle, vraiment essayer de créer cette fédération, en tout cas créer une entité suisse de l'apkido pour la mettre en valeur, on va dire. Et à titre personnel, est-ce qu'il y a des objectifs spécifiques que tu souhaitais étendre dans les prochaines années? Moi personnellement, mon objectif c'est toujours de m'entraîner, toujours être
être représenter l'Apkido au mieux, donc continuer à m'entraîner dur en fait tous les jours. Et quand j'ai la chance d'avoir le grand maître Lee Chang-soo au téléphone, on ne se parle pas beaucoup puisque voilà, il y a la barrière de la langue, mais on se dit quand même des choses. Et ce qu'il va nous dire tout le temps, c'est continue à t'entraîner tout le temps, tous les jours. Est-ce qu'il parle anglais? Alors c'est un mélange. C'est un mélange. Anglais, quelques mots de français, puis le coréen. Mais on arrive à comprendre que pour lui, le plus important, c'est qu'un professeur d'Apkido Jin Jung Kwan, il doit jamais se reposer. C'est pas possible. Et puis quand on le voit en Corée, si tu t'es pas entraîné, gare à toi. Tu vas galérer. C'est vrai, tu vas galérer, exactement. Et juste pour conclure et ne pas t'embêter plus, est-ce qu'il y a des conseils, des messages que tu aimerais partager avec les gens qui envisagent pratiquer l'Apkido? Franchement, je pense que faut qu'ils viennent vite, les gens, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à découvrir. C'est un art martial qui est dur, qui est long, qui est fastidieux. Il y a beaucoup de barrières qui vont arriver, mais il va falloir franchir ces barrières. Et après, il n'y a pas d'âge pour commencer. N'importe qui peut venir, il n'y a pas de niveau requis pour commencer. Chacun doit y trouver son compte, mais il faut venir essayer. Franchement, ça vaut la peine. Et au-delà de l'art martial d'autodéfense, puisque c'est comme ça qu'il se traduit, c'est pas ça le plus important, c'est tout ce qu'il y a en dehors aussi, et tout ce côté aussi dynamique de groupe, de cohésion qui est incroyable. Et si j'arrive à faire passer quelques pourcents de ma passion et de la flamme que j'ai pour l'Apkido à quelqu'un, c'est le plus important, quoi. Merci beaucoup Dimitri d'avoir partagé avec nous ta passion et ta flamme pour l'Apkido. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter, laisser un message en particulier ou autre dans lequel tu peux profiter de la chaîne pour... Déjà surtout te remercier pour ton travail, mais surtout valoriser aussi ton travail, puisque c'est aussi t'es passionné d'arts martiaux, donc c'est grâce à des passionnés je pense qu'on arrive à développer nos arts et continue à travailler. Je soutiendrai ta chaîne avec plaisir comme je peux et tant que je peux. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est très gentil. Merci beaucoup de nous recevoir. On regardera la suite sous le tapis. Avec plaisir. Ouais, tu vas pouvoir découvrir l'Apkido aujourd'hui et je me réjouis. Tu vas avoir du plaisir, je suis sûr. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci Ruben. Allô. Sérieux? Ça veut niquer? Nier? Non. 남준호 준비. 앞으로 하나. 인spire. Au niveau des yeux, on inspire. Allez. Lentement. Largeur des épaules. Ça. Vers le haut, 위로 하나. Même travail de respiration. On inspire au retour. Allez. On suit les pouces du regard. Ça. Mitoro, vers le bas. Ah. Allonge la ceinture, bien proche de soi, les mains bien ouvertes. Allez. 둘, 셋, 넷, 다섯, 일곱, 여덟. jambes serrées, les mains sur les genoux. 둘. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 무릎 하나. rapide. Un, tout. Fire. Allez. Attention les têtes à côté. 마샤이 준비. 3번 차기. 조끼 차고 점퍼에 몇 차고 점퍼에 몇 차기. 왓 굿 왓. 나.
J'arme derrière l'oreille, même bras, même jambe, et je frappe. Je tourne la main, hein. Ok, comme si je jetais un caillou. Ah, Sudoro Yomochi. Ah! On est sur le mouvement traditionnel, pas d'offensif. Okay. Je sors légèrement la tête de l'axe, hein, je bloque un coup de poing et je frappe à la gorge. Et on revient, pareil. C'est des vrais athlètes et puis voilà, nous on fait au mieux pour accompagner le rythme, effectivement c'est très dur. Travail technique, je saisis la main au niveau du poignet, je vais vriller le coude. Okay. Je vais le coude vers le bas, je frappe et je pose devant. Je cale tout de suite la main à la poitrine. Ok, voilà, toule, et je viens me placer. La main bien ouverte, je suis bien compact. Ok, je suis bien collé. Dès que je suis prêt, je vais pousser avec le poids du corps pour faire un kanoki. Et je viens contrôler. Et on revient. Ok, on garde, voilà, toule, je frappe, je pose devant. Et on contrôle. Ok, vous allez travailler ça. Pour la plupart, vous avez déjà l'habitude. La kanoki, je tire pas vers moi. Ok, c'est moi qui vais vers elle. Je fais un pas chassé et je saisis bien à deux mains et je contrôle derrière le cou. Frappe, je pose devant. Ouais, exact. Et là, la kanoki, on va en plein contrage. Bien ouverte, et pousser avec le poids du corps. Ok, bien. Maintenant, pour le contrôle. Les gens roulent avec leurs genoux au niveau du coude. Ok. Cette technique, elle existe dans beaucoup d'arts martiaux différents. L'important, c'est bien le point d'ancrage. Ici. La main bien ouverte et bien compacte. Et ici, je vais être relâché. Le contrôle, bien à deux mains. Je relève pas l'épaule. Ici, il peut sortir, il peut s'enlever. Si l'épaule est bien au sol, là, je peux contrôler. Ça bouge pas. Si ça tombe, c'est pas grave. Et kanoki. La main ouverte. Ah super. Et on pousse. Ok. Sur les kanoki. Voilà, plus, ok. Ta main, David. Ok, bien, super. Ce qui va être efficace, c'est de travailler avec les hanches et le poids du corps. C'est tout. Ok. On va le travailler aussi bien, ce contrôle-là. Coller le coude à l'oreille et contrôler. Généralement, si les hanches se lèvent, c'est que ça fonctionne. C'est le même principe qu'avant. Si je laisse l'épaule en l'air, je reste comme ça, et j'essaie de contrôler, là, tu es très fort, tu peux sortir. N'est-ce pas? Okay. Par contre, si je cale ton épaule vers le sol et je pousse verticalement, ça va être plus difficile. Quand je suis là, je passe bien le coude et je monte. Okay. Je ne vois pas. Frappe, je pose bien au centre, je déhanche bien, je tire bien hein, ici pour faire la clé de coude. Okay, je saisis bien ici. Si je veux être méchant, je viens attraper les côtes, la peau, d'accord, ou planter les doigts. Je tire bien, je prolonge,
je charge jusqu'au bout, je contrôle mon partenaire. Il arrive en chute latérale comme il faut. Si j'ai bien fait ma projection, le contrôle il est très simple, c'est le tibia sur la nuque. Ok? Et je suis bien positionné. Doucement, pose devant, j'attrape vers les hanches, je sors de mes fesses là-bas et je charge. Ok, pour le contrôle, le tibia sur la nuque. Là, il ne doit pas lever sa tête. Sa tête est de trop sol. Quand ça tire, ok, là je suis proche, je suis bien enclé en Z pour la finition. Kakwan Chili, les 2 premières phalanges dans la tempe où je peux contrôler comme la Kaneki. Bien les mains. Et pousser la Kaneki, c'est la même chose. Il va tirer ici et j'avance. J'avance et je fais ma Kaneki, toujours avec le contrôle de bras droit. C'est là, elle bouge pas. Je remonte. Et là, tu vois, il a anticipé. On revient, on replie son bras et maintenant on fait la clé. C'est là que je On a fait les respirations. Les respirations, c'est le plus important à piloter parce que ici, je suis bien compact. Je suis compact. Et en fait, tout ce qu'on fait là sur les respirations, c'est des choses qu'on va mettre sur les techniques. Je viens saisir, il va falloir vriller le poignet, mettre le poids de corps et avancer pour faire votre contrôle. Voilà. Ok, je vais venir le faire lâcher jusqu'à que il dé... Ok, et on part. C'est pas une frappe sèche, c'est une frappe molle. Ok, je vais descendre. Si tu arrives à gérer tes émotions, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais. Si je veux pas frapper, je peux aussi aller chercher le pouce. Ok, ici, je peux venir chercher les doigts. Ok, je peux faire des choses au niveau des mains, selon comment c'est saisi. Après, de ce que j'ai vu, c'est ouais, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça, ok? Puisque vous étiez là, je peux pas faire une Kaneki, ok? C'est difficile, ok? Donc là, les clés, on peut les oublier. Par exemple, là, je peux venir taper, ok? Chikochagi, ok? Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Celui-là, il marchera aussi, mais s'il est vraiment plié, on n'a plus le même point, ok? Là, ça marche pas, ok? Je peux venir vriller son coude. Ok, ça c'est possible aussi. Et si je suis de l'autre côté, je pouvais travailler sur l'autre bras. Okay, travailler sur l'autre bras. Okay, donc de chaque côté, vous devez maintenant essayer de réfléchir qu'est-ce que je peux faire avec ce que je connais. Ok, et on revient. On y va. Vous travaillez 3, 4, 5 coups de pied, vous changez les teneurs pour que tout le monde travaille dynamique. Ok. Allez. Hey! 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 Du coup, tu perds l'équilibre. Hey! En fait, elle doit être là. Pour le corps, je twist, je viens me placer et je viens frapper avec mon talon. Descendez bien. Ok, je descends. Cherchez pas la puissance, cherchez bien le placement. Et je viens frapper. Ouais, je vois ça. Ok, c'est bien. Au revoir. Ok, bien. Ça ligne bien dans les lignes du colonne. Challenge. Yellow dans là, demi-tour. Le reculeur. Le genou gauche au sol. Malo, je saute. Yellow dans là. Challenge. Ok, ok. Malo, mon gars. Mon gars, vous repensez aux détails techniques. On a travaillé les sparring techniques. Du doigt la chagui, vous suivez les élèves. Malo!